Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Anne Claveau, double championne de France handisport. Anne, c'est de l'énergie à l'état pur. Pourtant, la vie ne lui a pas fait de cadeau. À 9 ans, c'est une maladie rare, l'épiphysiolyse de la hanche, qui se traduit par une arthrose au niveau des fémurs qui plonge Anne dans l'univers des centres de rééducation. Elle se remémore ces moments en fauteuil roulant avec émotion, bien sûr, mais aussi avec une positivité étonnante. Retrouver le meilleur fonctionnement possible de ses jambes sera son leitmotiv pour réaliser ses rêves sportifs. Quand en 2018 la maladie la pousse à arrêter le VTT et son métier, elle trouve dans le handbike, ce sport de vélo couché, un nouvel objectif avec les championnats du monde et les Jeux paralympiques. Voilà, on a évoqué bien sûr le vélo, le courage, la résilience, le goût de l'effort, mais on a parlé aussi de l'humour, du Petit Prince, des Baudins ou de Tempête. Voilà, je vous embarque à la rencontre de Anne Claveau, un petit bolide sur la route et dans la vie. Goodberry, c'est parti. Bonjour Anne. Bonjour Stéphane. Tu es double championne de France de handbike. C'est bien ça. C'est quoi le handbike ? Le handbike est un vélo couché à propulsion manuelle, donc à la force des bras. D'accord. Ça existe déjà depuis de nombreuses années. Ça se développe de plus en plus. Et du coup, c'est une bonne alternative quand on a des problèmes aux membres inférieurs. Ça permet de pouvoir continuer la discipline du cyclisme. Ok. Et comment tu trouves ce sport ? Sincèrement, ça a été, en apprenant à faire ce sport, ça a été une renaissance. J'ai pu retrouver les sensations de liberté, les sensations de vitesse, pouvoir faire des kilomètres comme ça dans la nature, c'est tout simplement génial. Parce qu'avant ton problème de santé, tu faisais quoi, du VTT ? Vélo ? Oui, c'est ça, je faisais du VTT. En compète ? Oui, on faisait le championnat départemental, régional, et puis donc c'était assez proche, contrairement à maintenant où il faut aller de plus en plus loin. Club de Châteauroux ? En VTT, j'étais au club VTT Argentonais, sur Argenton. T'es d'Argenton ? J'ai pas mal bougé, mais j'étais sur Argenton quand je faisais du VTT. Voilà. D'accord. Et ton problème de santé, si on peut en parler, c'est quoi ? C'est un accident ? C'est une maladie rare, une épiphysiolyse avec nécrose de hanche. Donc c'est de l'arthrose au niveau des fémurs. Ça m'empêche la flexion des jambes et puis c'est assez douloureux. Donc il faut gérer la maladie, les entraînements, les soins, plus le travail. Donc, voilà. Et ça, c'est arrivé quand, le diagnostic ? J'avais 9 ans quand c'est arrivé d'un coup. On ne sait pas pourquoi. C'est une maladie rare et qui arrive comme ça à la croissance et qui n'a pas été prise à temps. Donc du coup, après, l'arthrose est apparue. Comment ça se passe quand tu as 9 ans, quand on t'apprend que tu as cette maladie ? Ça a été un peu bizarre parce que je marchais, je courais, je faisais tout entre guillemets normalement. Et du jour au lendemain, je suis tombée comme ça d'un coup. Je me demandais ce qui se passait, j'arrivais plus à marcher. Et je suis tombée sans raison comme ça à l'école. Du coup, j'essayais de me relever, je retombais et je savais pas, j'avais le genou qui lâchait et je savais pas du tout ce qui se passait. Avant de trouver le diagnostic, ça a mis plusieurs mois. Après, sur Limoges, je suis tombée sur un professeur vraiment excellent qui a rattrapé, qui a fait un très bon travail, plusieurs opérations pour essayer que je remarche. Donc voilà. Et là, la scolarité, elle s'arrête ou tu arrives à continuer ? Ma scolarité s'arrête. Première opération. Ensuite, du coup, je suis transférée dans un centre de rééducation. Donc là, le professeur a été vraiment très bien parce que même au niveau du suivi par rapport à la scolarité, il m'a envoyée dans un centre de rééducation sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie où là, on avait et les soins et une scolarité des professeurs qui nous faisaient un peu quand même des cours. Et puis après, il y avait l'élément indispensable, un éducateur sportif aussi qui était présent. Alors j'imagine quand ça t'arrive quand t'es petite, c'est compliqué. T'étais déjà une battante petite ? Certes, ça n'a pas toujours été facile, comme tous ceux qui sont touchés par la maladie, le handicap ou les différentes épreuves de la vie. Mais j'étais vraiment bien entourée par l'équipe soignante. Le sport a été un réel moteur
Avec l'éducateur sportif, on faisait du char à voile, on a pu faire du char à voile une fois, on a fait un baptême de plongée, on jouait au palais, on allait se promener sur le Remblai, on faisait des cerfs-volants. Enfin, franchement, ça a été les meilleures années de ma vie, quoi. Tu penses que ça a été les meilleures années de ta vie? Donc, Avec le recul, c'est drôle. Oui, ça peut paraître incroyable en disant on est dans cette phase, on est en fauteuil roulant et c'est les meilleures années de notre vie. Mais ouais, ça a été, j'étais très bien accompagnée par le personnel soignant et puis toute l'équipe. Et la scolarité, du coup, ça se passe comment? Il y avait une personne qui venait me faire les cours, qui était sur place et qui faisait les cours Enfin, ils étaient 3 profs. J'en avais un qui venait me faire un peu l'école comme ça. Ouais. Parce que du coup, l'école où j'étais n'a pas voulu transmettre les cours au centre de rééducation. Donc, du coup, c'est le prof qui adaptait comme il pouvait les cours. Ouais. Et alors, bon élève? Oui, je me suis plutôt très bien débrouillée parce qu'après cette opération et des années de rééducation, c'est vrai qu'ensuite j'ai été transférée dans un autre centre où après l'autre opération, où là j'avais pas de scolarité, donc ça a été assez compliqué de rattraper. Mais je me suis toujours battue pour essayer de réaliser mes rêves et de réussir à faire le métier que je souhaitais. Donc, La rééducation, ça consistait en quoi? j'avais une kiné qui me mobilisait pour essayer de récupérer les amplitudes. Au début, c'était des massages où j'étais alitée avec des tractions. Je bougeais pas du tout. J'étais sur une table verticalisée pour petit à petit me remettre debout. Et quand on est allongé pendant 8 mois, se remettre debout, c'est pas évident. On a les vertiges, on a tout ça qui apparaissent et tous les symptômes autres. Ça a été tout un travail. Après, on se remet debout petit à petit aussi dans la piscine avec de l'eau pour avoir moins de poids. Et puis après, ça a été réapprendre à marcher, mais en attendant, ça a été d'abord le fauteuil roulant, enfin d'abord un plan, donc c'était une planche en bois avec un matelas, et 2 roues où on se déplaçait sur le ventre. Et après, du coup, il y a eu le fauteuil roulant, et petit à petit, il y a eu les béquilles, parce qu'à 9 ans, on m'avait dit, vous avez peu de chances de remarcher, donc c'est une vraie victoire, ça a été un combat contre la maladie, et une vraie victoire par la suite. Ah, on t'a dit que tu pourrais très certainement pas marcher. Oui. Mentalement, comment tu trouves la ressource? Tu te projettes pour les années à venir? Oui, j'avais un rêve, c'était de devenir animatrice sportive, éducatrice sportive. Donc j'ai fait après. Donc j'étais vraiment le sport, ça a été mon élément principal, mon moteur. J'ai suivi ma scolarité tant bien que mal et ça a été un vrai parcours du combattant avec les tests de quotient intellectuel qu'on nous fait passer parce qu'on a loupé l'école, tout ça. Donc on se dit, c'est pas parce que j'ai loupé de l'école qu'on doit m'imposer des choix. Donc j'ai voulu suivre mes rêves et donc j'ai dit je souhaite aller au lycée pour pouvoir au lycée, donc j'étais au Blanc pour pouvoir suivre aussi la section cyclisme et l'option VTT. Ah oui, c'est au Blanc. Oui. Et après donc pareil, il y a un entraîneur en or qui adaptait vraiment les parcours quand j'étais fatiguée, il me mettait dans l'aspiration du camion, il était vraiment très attentionné à la maladie aussi et pouvoir faire les entraînements et tout ça. Il adaptait vraiment au mieux. Et ensuite, du coup, je suis partie. Ça a paru. Beaucoup m'ont dit, mais non, tu peux pas faire ça. Même le professeur qui m'avait opéré, il m'a dit, non, c'est pas raisonnable d'aller au CREPS faire des études d'éducatrice sportive. Et je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis allée passer les tests de sélection à la sortie de l'hôpital. Et j'ai signé une décharge pour sortir de l'hôpital et aller avec mon oncle qui m'a accompagnée au CREPS alors que j'étais en béquille. Je posais pas le pied par terre et tout ça pour passer les tests de sélection. Et l'oral, l'écrit. Et puis après, j'ai eu la chance d'être prise pour d'être reçue aux épreuves. Donc voilà. C'est quoi les épreuves de sélection du CREPS? On avait des oraux à passer sur du coup nos motivations, pourquoi on voulait faire ce métier. Ils nous posent pas mal de questions. Après, on avait des oraux, donc pas mal de mise en situation et ainsi de suite. Et après, du coup, il y avait des épreuves sportives avec le test de Luc Léger et tout ça. Mais comme j'avais une équivalence, en ayant passé des brevets fédéraux, du coup, j'avais pas besoin de les faire et ça m'a bien arrangé pour pouvoir être. C'est quoi, c'est un diplôme? Oui, c'est le diplôme d'éducatrice sportive. J'avais pris l'option santé. Je faisais les activités périscolaires dans des écoles. Ouais. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être prise dans un parc de vacances pour pouvoir encadrer les activités sportives en tant qu'animatrice. D'accord. Tu te rappelles du premier cours périscolaire?
Ça s'est plutôt bien passé. La connaissance avec les enfants et puis leur proposer déjà connaître leurs besoins, leurs envies, ce qu'ils aimeraient faire et puis après préparer les activités, le matériel, tout ça, mettre en place avec l'école les activités. C'était vraiment top de faire ça avec les élèves. C'était en primaire? Oui. D'accord. Et du coup, comment tu trouves le handbike? Vous connaissez la discipline? Je connaissais pas du tout la discipline. Quand en 2018, je pouvais plus faire ni de VTT, ni exercer mon métier. Et il a fallu du coup se remettre en question, se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Parce que c'est la maladie qui progresse, c'est ça? Oui, la maladie qui évolue et puis j'ai une chute aussi. Donc du coup là, il a fallu tout arrêter. Une chute. Une chute, j'ai dévalé 4 marches sur une tour d'échafaudage pendant l'encadrement d'une activité. Pompier et puis après hôpital et après il a fallu rééducation et après il fallait se réorienter. J'ai cherché un peu les disciplines et je suis tombée sur le champion du monde David Franek qui m'a dit tu pourrais essayer le handbike, il faut que tu viennes à Longchamp. Donc en 2018, mars 2018, je pars à Longchamp pour être classifiée. Avec un vélo de prêt, je me suis lancée juste pour essayer normalement. Et là, je suis partie pour 20 km autour de la piste, alors que j'avais pas de bras, je sortais du VTT, donc pas du tout de bras. Essayer, ça a été de l'adopter concrètement. Ouais. Et comment tu le rencontres, lui? Je l'avais vu sur le site de la Fédération française handisport, quand j'ai mis cyclisme adapté, tout ça, et je suis tombée sur son portrait. Je l'ai contacté via Messenger et après on a discuté. Il m'a dit tu devrais venir à Longchamp, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, il a toujours été un élément indispensable. On s'appelait régulièrement pour justement qu'il m'explique la discipline. Il me disait toujours de ne rien lâcher et du coup, c'est un peu grâce à lui aussi que j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est pour expliquer, c'est un vélo presque couché. Oui. Tu pédales avec les bras. C'est ça. Et donc quand tu arrives pour tester le vélo, ça va faire super mal au bras. Oui, au début, quand on n'est pas du tout habitué, ça fait un drôle d'effet. Et puis c'est vrai qu'il faut s'accrocher pour développer les muscles du haut du corps. Mais après, au début, c'est pas évident. Mais après, petit à petit, on arrive à s'y faire. Qu'est-ce qui te plaît tout de suite dans ce sport? Ce qui me plaît, c'est vraiment cette sensation de liberté. Quand on est dans les handbikes, il n'y a plus de béquilles, il n'y a plus rien. On est vraiment tous dans nos handbikes et tous pareil, quoi. La sensation de vitesse par la suite, de liberté, de pouvoir faire comme ça des kilomètres, enchaîner les kilomètres. Et c'était plus possible avec mes soucis de santé au niveau des membres inférieurs. Donc c'est vraiment une renaissance. Du coup, je cherche un club. Et puis après, il a fallu chercher un vélo. Donc, c'est une association qui m'a aidé pour un vélo à faire l'achat en fin 2019. Donc, je me débrouillais avec un vélo de prêt avant. Et fin 2019, j'ai eu un vélo, mais qui n'était pas du tout adapté à ma morphologie. Il était en alu et la fourche n'était pas réglable. Donc, après, il y a eu l'année dernière une cagnotte en ligne qui a été lancée pour du coup un vélo où la fourche était réglable, le siège est réglable. Et donc, ça permet de pouvoir pratiquer sans blessure. D'accord. Et aujourd'hui, tu es licencié? Oui, au club Union Cyclisme de Châteauroux. Ah, tu es à Châteauroux. Ouais. C'était la Roussine maintenant. J'ai déménagé sur Châteauroux pour cause de soucis de santé, pour me rendre plus facilement du coup au travail parce que la maladie avait évolué. C'était indispensable de déménager. Travail, c'est quoi? Je suis chargée de développement des actions associatives. Et donc ça me permet d'accompagner des personnes en situation de handicap dans différents projets sur la lutte contre l'isolement, l'insertion par différentes disciplines telles que le sport, la culture, tout ça. Donc Top. des moments de répit et c'est vrai que c'est très intéressant, très varié et enrichissant. Et pendant tout cet apprentissage du sport, est-ce que tu as eu des mentors, des gens qui t'ont vraiment impressionné, que tu as côtoyé? Oui, il y a David Franek qui m'a vraiment poussé à ne rien lâcher parce que c'est une discipline exigeante. Donc oui, il a été un élément indispensable. Et puis après, j'ai une équipe autour de moi en or. Enfin, j'ai un préparateur mental, un préparateur physique qui me suivent et qui sont quotidiennement présents. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi des moments difficiles dans cette discipline où ils ont toujours été là et je les remercie sincèrement. Et les kinés, le médecin du sport qui me suit, il y a les tests d'effort, tout ça.
Et c'est vrai que c'est important d'être accompagné comme ça par différents professionnels, le mécanicien aussi. Donc il y a toute une équipe, le classificateur, tout ça, pour pouvoir aller sur différents événements. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir un club aussi et tout ça. Et s'il y avait un enseignement dont tu te souviens, ou un conseil que tu te souviens de David, ce serait lequel ? Il m'a dit surtout, petit bolide, ne lâche rien, un jour petit bolide deviendra grand. Petit bolide, c'est ton surnom ? C'est ça. D'accord. Quand on tombe malade à 9 ans, qu'est-ce qui était le plus gros sacrifice pour toi ? Quand j'étais au centre de rééducation, tout se passait bien. Et après, ça a été par la suite où ça a été compliqué, entre guillemets, quand il a fallu que je retourne à l'école en milieu, entre guillemets, ordinaire. Là, c'était plus compliqué. On a affaire aussi à du harcèlement face au handicap. Et donc, c'est pas toujours facile à gérer. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a fait ma force. Tu t'es endurci, tu penses ? Ah, c'est certain, oui. Physiquement, oui, c'est sûr. Oui. Et mentalement aussi, ouais, j'imagine. Oui. Ouais. Et puis ça a été enrichissant. Sans ma maladie, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être pas cette sensibilité par rapport aux personnes dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Oui, c'est sûr. J'aurais jamais été championne de France. Et du coup, même transmettre cette passion dans les actions de sensibilisation auprès des écoles, auprès des entreprises, des choses comme ça. C'est vrai que c'est intéressant de transmettre ce message et de casser les codes et la vision du handicap, redonner une autre vision du handicap. Petite, tu voulais faire quoi, toi ? Je voulais être dans le sport. Même quand j'étais en arrêt par rapport à ma maladie, à l'école, j'aimais bien aller faire les cours de sport. Et puis, du coup, quand j'étais dispensée par rapport à la maladie, la prof elle me faisait filmer les vidéos de sport ou faire l'arbitre. Donc, j'ai toujours été... là-dedans ? Oui. T'avais une idole quand t'étais petite ? Non, pas forcément. Une personne que j'aimais, que j'apprécie, c'est Clarisse Agmenenou. Pareil, sa force, son courage, sa détermination. C'est une judoka, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça. T'as vu, hein, je connais. C'est ça. Bravo. Ouais. Et puis, il y a aussi les beaux danses. Et pourquoi ? Parce que c'est vrai que j'aimais bien faire le clown. D'ailleurs, à un carnaval à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il m'avait déguisé en clown dans mon fauteuil roulant. C'est vrai que l'humour, ça a été une force aussi par rapport... il y a eu le sport, mais quand je ne pouvais pas faire le sport, ça a été l'humour qui m'a sauvée aussi. Et donc, c'était vraiment important. Les Beaux-Danses, ils sont quand même du Berry. En lisant le livre des Beaux-Danses en 2013 sur mon lit d'hôpital, où j'ai eu une grosse opération, justement, je me dis, ça a été lui Vincent Dubois qui était ambulancier, ça a été aussi, je me retrouvais en fait avec les ambulanciers, on avait rigolé dans l'ambulance quand j'arrivais dans un centre de rééducation qui était en plein milieu de la campagne, on se demandait où on arrivait. Et tu les as rencontrés, les Beaux-Danses ? Je les ai vus en spectacle. Et mon rêve, ça serait effectivement de les rencontrer. Ouais, ok. Bon, on enverra un message. Pour une petite photo, pourquoi pas ? Et dans tout ton parcours depuis le début, qu'est-ce que tu as appris ? Le courage et la détermination. Quand on a des rêves, il faut se donner les moyens d'y arriver. Ne jamais abandonner. Et j'ai une devise d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et ça m'a toujours poussée. Et je me souviens, ma kiné m'avait offert un livre avec un stylo plume, Le Petit Prince, et que j'ai toujours gardé à Noël quand j'étais en centre de rééducation là-bas en Vendée. Et ça a été vraiment ma devise, qui est toujours ma devise. Et je me donne les moyens de réaliser mes rêves. Quand tu dis que tu as appris le courage, tu penses que le courage, ça s'apprend ? Ça se travaille ? Oui, ça se travaille. On a deux possibilités, c'est soit abandonner, rester dans la tristesse, ou soit se battre et avoir le courage de se battre, d'aller outre la maladie ou outre le handicap, et puis de reprendre sa vie en main. Et quel que soit le moyen, ça peut être le sport, ça peut être la culture, différents loisirs, et donner du sens à sa vie. Et quand tu es dans un vélo où c'est quand même physiquement exigeant, qu'est-ce que tu te dis pour ne pas abandonner ? Je pense déjà à tous les gens qui m'entourent,
Quand on a des partenaires qui travaillent au quotidien et qui nous aident dans ce projet, je pense aussi à toutes ces personnes, tous les donateurs qui ont fait des dons sur la cagnotte et qui m'ont permis d'avoir un vélo. Et je me dis que je ne peux pas abandonner et puis que je dois donner le meilleur de moi-même pour réussir. Dans ton parcours sportif, est-ce que tu as eu des échecs ? Oui, ça m'est arrivé par exemple sur la manche de Coupe du Monde à Ostende en Belgique. C'était ma première que j'ai faite en 2020. J'étais blessée, j'ai une tendinobursite à l'épaule. Et là, pour moi, ça a été, entre guillemets, un échec parce qu'on ne peut plus se servir de ses membres inférieurs et on ne peut plus se servir de son bras. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, j'ai eu la chance d'aller dans un très bon centre de rééducation qui m'a rééduqué l'épaule parce que je me suis dit, c'est quand même plus possible. Il faut que je retrouve mon épaule pour pouvoir continuer ma passion. Je voulais que tu me racontes, moi, les championnats de France, les derniers, là. Tu fais double championne de France, c'est ça ? Oui. C'était à Plouhermel. Bretagne ? Oui, terre de vélo. Vu ton niveau, tu y vas confiante ? Tu vas dans quel état d'esprit ? J'y vais confiante, oui et non, parce que jusqu'au mois de février, j'avais pas pu m'entraîner suite à mon souci d'épaule. Et du coup, après, j'ai repris au mois de février pour le mois de juin le championnat de France. Donc, je me suis dit, là, il y a beaucoup de travail. Donc, il a fallu reprendre progressivement tout en accélérant après les entraînements pour pouvoir être prête le jour J. Et tu t'entraînais quoi tous les jours ? 6 jours sur 7. Avec des distances de ? Ça variait. Ma plus longue distance, ça a été 116 km. Et là, j'essaye maintenant de faire beaucoup moins. J'ai arrêté la quantité pour privilégier la qualité avec mon préparateur physique. Et du coup, là, je m'entraîne sur des distances. Ça peut aller jusqu'à 40-50 km. Ça dépend de l'entraînement. Il y a du fractionné aussi. Et je m'entraîne plus que 4 fois par semaine. Et j'ai 3 fois par semaine aussi du renforcement musculaire pour pouvoir être prête aux échéances à venir. Ouais. Et quand tu arrives au championnat de France, où tu te dis que ton niveau n'est pas au mieux, ça te surprend d'être championne de France ? Oui, et puis c'est surtout que j'ai tout donné, j'ai rien lâché, et puis j'ai fait à 200%. Je me dis, il faut rien que je lâche et tout. Et du coup, pour avoir ce titre que j'attendais depuis un petit moment. Qu'est-ce qui se passe quand tu es championne de France dans ta tête ? Ça a été une belle surprise. Et puis, ce qui m'a permis d'avoir mon propre vélo aussi, sans titre de championne de France. Concrètement, la cagnotte, elle n'aurait jamais aussi bien marché. Donc cette cagnotte, elle te sert pour acheter un vélo ? Oui. Et donc là, tu t'entraînes avec ce vélo ? Exactement. Là, les prochaines échéances, c'est quoi ? On commence la saison fin mars à Longchamp, justement, où j'ai commencé pour une manche de Coupe de France. Et après, d'autres objectifs sont à venir. Donc là, c'est des objectifs importants. Fin avril, la manche de Coupe du Monde à Magnago, en Italie. Et début mai, la manche de Coupe du Monde à Ostende, en Belgique. Ah, donc tu retournes à Ostende ? Voilà. Avec, je pense que du coup, juste avant, Ostende, il y a le Tour des Flandres, donc le faire également. Et puis après, finir, me concentrer sur l'objectif principal au mois de juin, qui est le championnat de France, les 10 et 11 juin. Et là aussi, tu penses que c'est des semaines de sacrifice ? C'est un sacrifice sans être un sacrifice parce que c'est une passion, j'ai des objectifs, donc je m'y tiens, je fais le meilleur de moi pour réussir. Mais après, c'est, par exemple, on vit entre guillemets pour le sport, pour ses objectifs. Et là, il n'y a pas de... Par exemple, si je suis invitée, il y a une amie qui m'invite un week-end, et je ne peux pas y aller parce que du coup, il faut que je m'entraîne. Voilà, c'est des choses... Ouais, c'est difficile ça ? Parfois, on se dit, on passe à côté de bons moments, mais après, il y a des choix à faire dans la vie. Et je me dis que voilà, ça mérite de faire des sacrifices pour réussir au mieux et pas avoir de regrets par la suite. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu continues toujours à apprendre des choses ? Au quotidien, on apprend des choses par rapport à la pratique, au niveau de la vélocité, comment... c'est au quotidien. Et puis, c'est vrai que même en échangeant avec des personnes qui ont le même sport, on apprend toujours, que ce soit par rapport au matériel, comment s'entraîner et tout ça, on apprend toujours des choses. La dernière chose que tu as apprise, c'est quoi ? Le moyeu, en fait, il y avait une clé spéciale, il fallait que je resserre la roue à la veille du jeu. Donc, du coup... Ouais, tu fais un peu mécanicienne aussi ?
quand je peux, oui. Ouais. Mais après, chacun son métier. Il y a aussi le mécano qui est indispensable. Ok. Donc tu me disais que tu avais un préparateur mental. Oui. Quelle est la chose que tu as découverte? J'ai beaucoup appris de la préparation mentale. Ça a été un élément vraiment indispensable lors de la blessure. Tout s'écroule, hein, entre guillemets. On ne peut plus pratiquer le sport ni rien. Donc là, ça a été un moment. Ça met un coup au moral parce qu'on se dit, on est à l'arrêt, on ne peut plus rien faire. Et donc, il y a eu les techniques comme l'imagerie mentale, où là, c'est s'imaginer en train de pédaler, des choses comme ça. Avoir différentes techniques comme ça que mon préparateur mental m'a transmis afin que je puisse mettre en place ces différents outils pour pouvoir pas trop perdre dans ma préparation. Le fait de t'imaginer pédaler, ça t'aide à te tenir en forme, C'est ça. à ne pas perdre en fait. Même avant une compétition, on a toujours ce stress et tout ça qui est normal. Mais quelquefois, il est aussi handicapant, entre guillemets. Et en fait, ça a été des outils comme ça où apprendre à se mettre dans sa bulle avant une compétition et vivre la compétition à fond. Après, pas se mettre une pression. Et c'est tout un travail qu'on a réalisé ensemble. T'as des petits gris-gris ou des petites marottes, toi, avant une course? Des choses que tu fais tout le temps? J'aime bien mettre mes mains derrière la tête comme ça, enfin les étirer, en fait ça m'étire un peu les épaules en même temps. Et c'est vrai que quand je fais ça, enfin ce mouvement-là, et que je ferme les yeux un peu, enfin ça me relâche au niveau de la pression et du coup je sais que là il faut que j'y aille et je me pose plus de questions après pendant la compétition. Ouais. Quand tu fais un contre-la-montre, c'est combien de temps, par exemple? C'est une vingtaine de kilomètres en général. Et tu penses à quoi pendant ces 20 km? J'essaye de penser justement à rien. Je regarde le vélo, j'y vais et puis à l'entraînement ça m'arrive de penser, mais pas pendant les compétitions. J'essaye de vraiment regarder ce qui se passe autour de moi et puis mais vraiment y aller et puis pas me poser de questions. Et quand tu t'entraînes en musique? Pas du tout parce que pendant l'entraînement je suis assez vigilante à comment prendre les meilleures trajectoires. Et puis aussi j'aime pas avoir de la musique ni rien, j'en ai jamais, parce que écouter le bruit des voitures ou des deux roues qui arrivent, des choses comme ça, ouais. et c'est vraiment important. Et au niveau de la sécurité, c'est vrai que je m'entraîne sans musique. Et quand tu pars sur les routes, c'est tout le temps les mêmes routes ou vous changez selon le travail que tu veux faire? J'essaie de varier en fonction des exercices à faire et du profil de la route, malgré que ça soit assez plat dans le Berry. Il y a une route que t'aimes bien emprunter? J'adore aller dans le parc naturel régional de la Brenne. Ouais. Je trouve la forêt comme ça, les étangs, c'est magnifique. Ouais. T'as le temps de regarder le paysage quand même. Là, quelquefois, je prends dans les minutes de repos, je prends le temps de... Donc, voilà. Et là, dans ton travail de tous les jours, tu penses vélo ou tu arrives à déconnecter les deux? Ah, au boulot, je pense boulot. Et sur le vélo, tu penses pas boulot? On pense à autre chose que l'entraînement, mais ce qui est un piège parce qu'il faudrait penser qu'à l'entraînement pour pouvoir être au meilleur de ses capacités. Ouais. Sur un niveau de forme de 0 à 10, tu te sens comment là en ce moment? À peu près à 7. Ouais. Donc tu as encore une marge de progression énorme et puis on apprend de jour en jour et on évolue de jour en jour. Enfin, c'est une discipline exigeante. Il faut de nombreux mois, de nombreuses années pour pouvoir être dans les meilleurs. Ouais. Et sur cette progression qui te reste encore à accomplir, c'est sur du physique, sur du mental, sur de la technique? De la technique et puis au niveau puissance et au niveau cardio, il faut que je m'améliore. Et quand tu accompagnes les gens en situation de handicap, quel est ton meilleur souvenir, toi, professionnel? Mon meilleur souvenir professionnel, c'était dans le parc où je travaillais en tant qu'animatrice sportive. Il y a une maman qui vient me voir et qui me dit je ne sais pas ce que mon fils peut faire. C'était un petit de 8 ans qui était du coup en fauteuil roulant et elle me dit je ne sais pas ce qu'il peut faire, c'est compliqué et tout vu cette situation. À part le bateau, je vois pas autre chose. Et je lui dis il pourrait peut-être faire du tir à l'arc. Et elle me dit vous croyez que c'est possible? J'ai dit oui, vous venez si vous pouvez cet après-midi et on trouvera une solution. Je me suis dit il faut que je trouve une solution. Donc j'ai mis de profil, j'ai mis de côté son fauteuil roulant. J'ai enlevé la coudoir et je lui ai donné un petit arc pour enfant.
Et puis je l'ai aidé à maintenir l'arc et il a tiré à l'arc et c'était vraiment magique de voir ces étoiles dans les yeux et puis la maman qui avait la larme à l'œil. Enfin, c'était un très beau souvenir pour moi. Puis entre guillemets, c'est normal de pouvoir donner la possibilité à un enfant comme ça de pouvoir pratiquer une activité sportive comme on a pu le faire avec moi quand j'étais petite. Donc voilà. Tu penses que la place du handicap, elle est difficile à trouver? Oui, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que au niveau de l'accessibilité, de plein de choses, quand par exemple on a des amis qui vont faire les magasins ou se promener, on sait que étant donné que je marche pas beaucoup, je peine à me déplacer. Et c'est vrai que c'est des barrières au quotidien parce qu'on peut pas faire les activités avec eux forcément. Donc il y a des barrières, mais après on essaye de compenser au mieux, comme là avec le handbike où je peux me déplacer plus facilement. Quand on est sportive de haut niveau, est-ce que tu t'astreins à des régimes alimentaires? Quand on est sportif, que ce soit de haut niveau ou pas de haut niveau, quand on a des objectifs comme ça, il faut vraiment avoir un régime alimentaire quand même. De temps en temps, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut aussi savoir manger équilibré. Et puis, C'est un sacrifice pour toi? Non, pas forcément. Et puis j'ai toujours, avec la maladie, il fallait pas trop que j'ai de poids sur les hanches. Donc du coup, j'ai toujours été dans cette dynamique-là à essayer de pas trop prendre de poids. D'accord. Bientôt, il y aura les JO. C'est dans tes objectifs? Les Jeux paralympiques de Paris 2024, c'est vrai que c'est un rêve pour beaucoup d'athlètes. Ça serait l'aboutissement d'années d'entraînement. Après, c'est vrai que ça va être très dur et les places sont limitées, ça va être très dur. Mais après, comme je dis, j'abandonne pas mes rêves et je vais tout faire pour. Après, on verra ce qui va se passer. Et ça se passe comment pour les sélections? Il faut faire des résultats au niveau international pour essayer d'avoir une place. D'où les échéances d'Ostende et d'Italie. C'est ça. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir, toi, en vélo? Mon meilleur souvenir, c'était sur la manche de Coupe du Monde à Ostende en Belgique en 2020. Ouais. Où là, c'était incroyable. Il y avait une équipe, le staff de l'équipe de France qui était présent pour l'encadrement. Qu'on soit de l'équipe de France ou pas, ils faisaient pas de différence et on avait... je me souviens, il pleuvait des cordes et c'était du coup l'infirmière de l'équipe de France qui est venue me tenir le parapluie sur la ligne de départ. Et j'étais avec mon kawaii, elle est venue me mettre le kawaii et tout. Et c'est vrai que c'est des moments importants et marquants dans une vie d'être accompagné. Et à la sortie, il y a le classificateur, le mécano de l'équipe de France. Et puis à l'arrivée, on était congelés, on pouvait plus sortir du handbike. Il faisait tellement froid et je sentais plus mes jambes ni rien. Et du coup, c'est justement le classificateur, l'entraîneur et puis le mécano, ils m'ont éjecté du handbike et puis ils m'ont mis des couvertures. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une équipe autour de soi comme ça qui réagit rapidement. Ouais, c'est top. J'ai dans le podcast une série de dernières questions. Je voulais savoir quel était le conseil qu'on t'avait donné et qui t'a le plus aidé. Le conseil, c'est vraiment de suivre ses envies. Et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut plus rien faire. C'est vraiment le personnel soignant, c'est ce qui nous inculquait par même l'éducateur sportif. Il était à 200%, on allait voir des matchs de foot, on faisait plein de choses. Et du coup, c'est ce qu'il nous disait, où il faut vivre, entre guillemets, ses rêves. Et même en situation de handicap, la vie ne s'arrête pas là. On a parlé de livre avec Le Petit Prince. Est-ce qu'il y a un autre livre qui t'a plu ou touché ? L'autre livre qui m'a touchée, c'était le livre justement de Clarisse Agmenenou, où elle met plein de conseils sur sa vie d'athlète, comment les clés pour réussir et tout ça. Et c'est vrai que c'est un livre qui est pas mal. Et le livre des Baudins, du coup, la vie des Baudins avec Vincent Dubois qui était ambulancier et tout, on retrouve vraiment... Enfin, ça m'a fait penser à... Dans cette ambulance, quand tu rigolais avec tout en étant souffrante, pouvoir rigoler comme ça avec les... Et on se demandait où on arrivait, quoi, au milieu de la souterraine, comme ça, dans le centre de rééducation. On s'est dit, où est-ce qu'on arrive ? Est-ce qu'il y a un film ou une série qui t'a plu ?
Un film qui m'a beaucoup touchée, c'est Tempête. C'est un film qui est sorti au mois de décembre. C'est une jeune qui est passionnée d'équitation et du coup qui veut devenir jockey. Et elle se fait donc renverser par le cheval et piétiner. Et donc elle se retrouve en fauteuil roulant. Donc elle est prise en charge par un éducateur qui lui dit maintenant il faut te bouger, faut être autonome et tout ça. Et elle réussit par la suite à vivre son rêve qui est de devenir jockey et à participer à une course. Et du coup c'était très émouvant comme film. Et je me retrouvais vraiment dans cette histoire où même si le handicap ou la maladie nous arrête un temps, il faut reprendre sa vie en main et puis se battre pour réaliser notre vie professionnelle, notre vie sportive et puis nos souhaits, quoi. Ok. Anne, dernière question. On arrive au bout. Quel est ton endroit préféré en Berry ? Un endroit où je me sens bien dans le Berry, c'est le long de la promenade du Rabois sur Argenton-sur-Creuse, où on appelle ça la petite Venise du Berry. Je trouve ça magnifique. D'accord. Et pourquoi ? Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Justement, avec Bip TV, on avait réalisé un tournage là-bas. Et ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Ça a été aussi des très bonnes années avec le club VTT d'Argenton. C'était une grande famille. Et j'oublierai jamais ces moments où on s'entraînait au motocross. On allait partout en vallée de la Creuse. Des souvenirs inoubliables, quoi. Donc ça rappelle un peu tout ça. Tu retournes les voir souvent à Argenton ? On reste régulièrement en contact avec les gens du club. Après, là, avec les soucis de mobilité, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, quand je peux y retourner, j'y retourne. Ouais, super. Merci Anne, en tout cas. Merci Stéphane. Pour cette conversation inspirante, en tout cas. Merci. Et puis, bon courage, on te suivra sur les routes, en tout cas. Et puis, on regardera les résultats. Merci beaucoup. Salut. À bientôt, au revoir. Hello, j'espère que cette conversation avec Anne vous aura inspiré par son optimisme à toute épreuve. Vous retrouverez sur Facebook, LinkedIn ou Instagram les liens pour l'aider financièrement dans ses défis sportifs. Et merci encore pour tous ceux qui partagent les posts de Goodberry. Ça fait connaître l'invité, le podcast et notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous les uns les autres.